Dimanche 22 août 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. C'est l'heure de vous informer. Le Premier ministre était samedi matin dans les communes d'Abobo, de Cocody, de Koumassi et de Yopougon. Patrick Achi est allé s'enquérir des réalités du terrain sur la mise en œuvre des opérations de vaccination contre la Covid-19. On regarde le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. 2 heures à sillonner le tout Abidjan ce samedi pour voir de plus près les opérations de vaccination contre la Covid-19. Au district sanitaire de Cocody, première escale de sa tournée, le Premier ministre s'assure de la qualité du service. Préoccupation majeure ici pour les candidats à la 2e dose du vaccin, la disponibilité de Pfizer ou AstraZeneca. Justement, vendredi soir, le pays a reçu près d'1,6 million de doses de vaccin Pfizer pour justement assurer la protection de sa population. Cap sur Abobo. L'opération bat son plein. Le Premier ministre donne son conseil pour une meilleure gestion des files d'attente et s'assure que le message passe bien auprès des populations. C'est ta première dose ou la deuxième dose? La première dose. Ah, mais pourquoi tu as attendu longtemps comme ça? Direction Yopougon, toujours le même engouement. Le chef du gouvernement échange ici avec les agents de vaccination. Ça se passe bien. Oui, ça se passe les gens bien. Comprennent, ils sont de plus en plus volontaires. Non, les gens viennent à la pas. D'accord. Le pays compte à ce jour 1 300 000 personnes vaccinées, de bons points salués par l'OMS. Je ne peux que exprimer ma satisfaction et celle des partenaires. Parce que voir le Premier ministre, chef du gouvernement sur le terrain, c'est encourageant. Et nous, partenaires, on va se mobiliser pour encore améliorer la qualité des prestations et appuyer le pays pour couvrir le maximum des Ivoiriens. À Koumassi, dernière étape de la tournée, les populations, elles saluent cette riposte vaccinale bien tenue par le gouvernement. La maladie fait plein de ravages, donc il faut qu'on se vaccine. Si une autorité se déplace, c'est parce que c'est important. Et je pense que de bouche à oreille, ça va encourager des gens à venir. Pour le Premier ministre, la vaccination contre la Covid-19 est aujourd'hui indispensable. On a eu donc l'occasion de constater d'une part qu'il y avait énormément d'engouement. Vous avez vu l'affluence, que les vaccins étaient disponibles. Il y avait certainement quelques réglages à faire pour la capacité d'absorption, mais également saisir l'occasion pour lancer une fois de plus, après que son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors des différents conseils nationaux de sécurité, ait lancé un appel aux populations à la vaccination, non seulement pour se protéger eux-mêmes, mais surtout pour protéger également leur environnement immédiat. Patrick Achi invite le personnel médical à la vigilance, surtout lors des diagnostics médicaux. Dans 90% des cas, on se rend compte que les mortalités sont d'abord dues à des retards de tests. Les gens commencent d'abord à diagnostiquer le palu, essaient de voir si ce n'est pas d'autres pathologies, avant finalement, en fin de compte, faire un test PCR pour se rendre compte que c'est bien le corona dont ils sont atteints. Et à ce moment-là, le virus a eu le temps de faire de tels ravages que les sauver devient difficile. Aujourd'hui, il faut faire un test pour écarter, je dirais, le coronavirus. Et pour des dépistages plus rapides, à côté des tests PCR, le gouvernement vient de commander des tests antigéniques pour des diagnostics plus rapides pour les centres de santé. L'appel est donc lancé, les agents de vaccination, eux, bien prêts à vider leurs seringues. On continue à parler de Covid-19 avec la lutte contre la pandémie qui s'intensifie. Vendredi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné plus d'1,5 million de doses de vaccins de type Pfizer. Il s'agit d'un don du gouvernement américain et de l'initiative COVAX. Le compte-rendu de Salimatou Dia. C'est un exemple de plus de solidarité avec l'Afrique. La Côte d'Ivoire vient de réceptionner plus d'1 500 000 doses de vaccins Pfizer, un don de l'initiative COVAX et du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le point que nous faisons de façon régulière montre beaucoup de contamination. Parmi les décès, ce que nous déplorons, c'est que la plupart des décédés sont des gens qui n'ont pas pu avoir cette chance-là de se faire vacciner. Et 99% des personnes actuellement qui sont testées positives n'ont pas bénéficié de vaccination. Donc c'est une opportunité qu'on offre aux Ivoiriens de se faire vacciner. L'intérieur du pays pourra bénéficier cette fois des doses de vaccins Pfizer. La première tranche des vaccins AstraZeneca a été
essentiellement utilisé à Abidjan, mais je pense que nous sommes en train de nous organiser pour que Pfizer puisse servir davantage. Mais sachez que 95% des cas sont à Abidjan et nous allons intensifier la vaccination à Abidjan et à l'intérieur du pays, en commençant par Abidjan. Un don qui témoigne de la bonne marche de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cela dénote des excellentes relations que nous avons avec les États-Unis et également avec l'Union africaine et tous nos partenaires qui ont précédé les États-Unis en nous livrant des vaccins. Les États-Unis sont très heureux de pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire plus de 1,5 million de doses du vaccin Pfizer contre le Covid. Et tout cela, ça démontre l'engagement ferme du président Biden de vraiment exercer un grand leadership à la hauteur du rôle des États-Unis dans le monde face à cette pandémie qui nous touche tous. Et pour s'en sortir de la pandémie, il faut s'en sortir partout autour de la planète. Le partenariat scellé autour de l'initiative COVAX est donc en bonne voie au profit des pays. Je voulais rassurer les Ivoiriens que tous les vaccins qui arrivent, quel que soit le type, sont des vaccins homologués par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des vaccins de qualité, des vaccins sûrs. Donc ce qu'on demande, c'est se faire vacciner pour être protégé et pour qu'on ait moins de décès et moins de formes graves dans ce pays. On était en risque de rupture de stock des vaccins et on ne voulait surtout pas rabaisser, diminuer, empêcher tout l'engouement qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour la vaccination. Malgré toutes les rumeurs, malgré les fake news, les gens en Côte d'Ivoire ont adhéré en masse à la vaccination et on craignait beaucoup que la rupture de stock ne vienne diminuer l'efficacité de ces efforts. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. On va pouvoir intensifier encore les activités de vaccination avec ce vaccin, avec d'autres qui vont arriver dans les jours prochains. Notre objectif, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement dans son ambition que d'ici la fin de l'année, il y ait au moins 7 millions d'Ivoiriens vaccinés contre la Covid-19. À ce jour, plus d'1 200 000 Ivoiriens ont été vaccinés. Autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à la remise officielle des arrêtés d'homologation de diplômes à 18 établissements privés et publics. Cette remise amorce une nouvelle dynamique dans la formation délivrée par les établissements de l'enseignement supérieur dans notre pays. Pour rappel, l'homologation des diplômes s'inscrit dans une vaste politique de réforme du système éducatif national. On retrouve encore une fois l'éclairage de Salimata Dia. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, l'École technique informatique et commerciale, ainsi que 18 établissements d'enseignement supérieur ont reçu leur arrêté d'homologation de diplômes, un document qui marque la reconnaissance des diplômes délivrés par ces établissements sur l'échiquier national et international. Aujourd'hui, avec l'homologation et bien avant l'homologation, avec le basculement dans le système LMD, nous entrons dans le monde de l'enseignement supérieur. Nous sommes aujourd'hui reconnus par l'État de Côte d'Ivoire, alors que les diplômes que nous donnions par le passé étaient reconnus, mais dans notre secteur, dans le secteur maritime et portuaire. La continuation, ça dit qu'il faut garder les éléments qui nous ont permis de bénéficier de cette reconnaissance nationale. Je veux parler de nos installations, de nos infrastructures, mais également de la qualité de nos enseignants et de nos enseignements. Le ministre a voulu instituer cela pour que désormais les uns et les autres s'activent à aller n'est-ce pas, à aller devant la commission. Les établissements privés supérieurs constituent un maillon essentiel dans le système universitaire. Ils accueillent la majorité des étudiants, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour Adama Diawara, produire des ressources humaines de qualité est un défi que le gouvernement entend relever. Les nouveaux bacheliers ne peuvent s'inscrire que dans des établissements autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et qui plus est, dans des filières qui sont homologuées. Donc c'était, j'aurais dit, le premier objectif de cette réunion. Le deuxième objectif, c'était l'accréditation de l'offre de formation de ces établissements privés. De la même façon, un arrêté qui va lister les diplômes qui peuvent être donnés, qui peuvent être attribués par ces établissements privés. Pour l'année 2021, 23 établissements, dont 22 issus du privé et 1 du public, ont fait leur demande d'homologation des diplômes. Les autorités promettent, dans le cadre de la réforme du brevet technicien supérieur, des filières pourvoyeuses d'emploi.
On parle maintenant de cinéma. L'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire organise le festival de films ivoiro-suisse à l'occasion des 60 ans de coopération des deux pays. Ces soirées ont lieu dans les jardins de l'ambassade de Suisse à Cocody du 3 au 6 août dernier. L'objectif est de favoriser les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Le reportage d'Alec Lavry est commenté par Franck Quadio. La Nuit des Rois du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte ouvre la première édition du festival de films ivoiro-suisse. Durant 4 jours, le public visionnera les meilleures œuvres cinématographiques des deux pays. En première ligne, la ministre de la Culture ivoirienne et l'ambassadeur de Suisse. La relation actuelle est excellente. Elle a toujours été de coopération, d'amitié, de dialogue depuis 60 ans. Elle est marquée essentiellement par les échanges économiques, scientifiques, justement aussi culturels, raison pour laquelle on a fait un événement dans le domaine de la culture. Il y a eu d'autres événements dans le cadre économique qui ont marqué ces 60 ans cette année. Le festival de films ivoiro-suisse témoigne du rapprochement des cultures ivoiriennes et suisses. Pour Arlette Badou Nguessan, ce festival est un exemple de coopération à encourager. Excellence, je voudrais vous faire mes meilleurs compliments et vous traduire toute ma reconnaissance pour cette noble initiative qui promeut le 7e art ivoirien. Je formule le vœu d'une collaboration culturelle plus accentuée entre nos deux pays. Au total, 6 films seront projetés lors de ces soirées, dont Bal Poussière de Henri Duparc et Ma vie de courgette du réalisateur suisse Claude Barras. On parle maintenant de religion en vue de raffermir leur foi. Les pèlerins ivoiriens se sont rendus sur les traces de Marie Bernarda Soubirous. Alors, âgée de 14 ans, la Vierge Marie lui était apparue au moins 18 fois. C'était en 1858 à Lourdes, dans le sud-ouest de la France. Un parcours revisité et retracé par Grace Kondo, de retour de Lourdes. Bernadette Soubirous se présente comme une fille pauvre, malade et ignorante. Elle est née le 7 janvier 1844 au Moulin des Bolis à Lourdes. Entre février et juillet 1858, la Vierge Marie lui est apparue 18 fois. Dieu choisit toujours les petits et les humbles pour des missions. Bernadette ne savait ni lire ni écrire. Voilà, donc c'était une très très grande pauvreté, très grande misère. Quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils n'ont jamais perdu confiance. Ils ont prié tous les soirs le chapelet en famille. Vous voyez, c'était très important pour eux la prière. Pour revivre les souvenirs de Bernadette Soubirous, cette adolescente de 14 ans, les pèlerins sont allés sur ses pas. Ils ont visité plusieurs sites qui retracent la vie de Bernadette, la maison de son enfance en passant par le cachot où elle a vécu faute de moyens à un moment donné de sa vie, et la bergerie où elle gardait les troupeaux à une trentaine de kilomètres de Lourdes. C'est un nouveau départ pour moi, parce que j'ai vu et on m'a expliqué, donc je suis vraiment émue. Je demande à tous mes frères et sœurs, ceux-là qui doutaient encore de la Vierge Marie, de ne plus douter. C'était une jeune fille très simple, qui vivait sa spiritualité avec beaucoup de simplicité. Moi, c'est cela qui m'a beaucoup touchée. C'est pas dans les grandes démonstrations spirituelles, mais vraiment avec le cœur, la vérité de la foi, la simplicité, l'humilité. Après avoir suivi les traces de Bernadette Soubirous, les pèlerins se sont rendus dans les grottes de Bitaram à 11 km de Lourdes. Ces grottes se déploient sur 5 étages pour un parcours de 2,8 km de long. Un voyage ludique bien apprécié de tous. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. En République démocratique du Congo, le cofondateur de l'UDPS avec Étienne Tshisekedi au début des années 80 est décédé hier samedi à Luanda en Angola. Gabriel Kyungu Kumwanza était un personnage atypique qui a su résister à l'usure du temps en changeant aux besoins de camps politiques. Jusqu'à sa mort hier, à l'âge de 83 ans, il a été l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État de la République démocratique du Congo. Et puis au Mali, les partis politiques prennent position sur le calendrier de la transition.
Théoriquement, les élections présidentielles et législatives sont prévues pour se tenir fin février 2022. À cette date, la transition doit aussi prendre fin. Les rencontres et déclarations de partis politiques se multiplient, les prises de position également sur la date du scrutin. Certains insistent pour qu'il se tienne aux dates prévues, ce qui est légalement une exigence d'institutions sous-régionales et internationales. D'autres, par contre, ne seraient pas contre une prolongation de la transition. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de votre fidélité. Retrouvez à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je serai chez vous à 23h.